Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre émission L'Entretien Vérité du docteur Jean-Élie Mouketou et Jacques Roger. Notre émission de ce jour, chères auditrices et auditeurs, est exceptionnelle. J'ai dit bien exceptionnelle. En raison de la qualité des invités, nous avons donc trois femmes de la diaspora gabonaise de France et du Canada. Madame Alex Dissa, en direct depuis Paris, Madame Stéphanie Padonou et Madame Zedna Yeno, en direct depuis Montréal au Canada, ainsi que Madame Geneviève Lilon, française d'origine de la Guadeloupe. Alors, bonjour Madame Yeno. Bonjour Monsieur Mouketou, bonjour chers auditeurs et auditrices. Merci, bonjour Madame Padonou. Bonjour Monsieur Mouketou, bonjour à tout le monde. Bonjour Madame Dissa. Bonjour Docteur Mouketou. Docteur Mouketou, bonjour Bien. mesdames, bonjour aux auditeurs, merci pour l'invitation. D'accord, puis la France. Donc, je disais que le panel de cette émission, Entretien Vérité de docteur Jean-Élie Mouketou et Jacques Rouget, sera privé dans 10 à 15 minutes de la participation d'une de nos invités, Madame Dissa. En effet, cette invitée a été frappée d'un deuil et toute la Radio Afrique 2050 se joint en moi pour lui présenter nos condoléances. Sur Merci l'émission, beaucoup. je rappelle donc que nous allons recevoir ces femmes que j'ai présentées au début, à laquelle donc nous aurions certainement des membres du panel qui viendront donner leur point de vue à la fin de l'émission. Alors, d'abord, mesdames, je voudrais poser la première question. Bonjour d'abord, et comment vous allez? Madame Yeno? Bonjour, je vais très très bien. Bonjour aux autres femmes qui sont sur le panel avec moi. Madame Padonou? Oui, oui, je vais très bien, merci. Je vais très bien, mais j'espère qu'il en est de même là. Contente d'être avec vous, de partager l'écran avec Madame Dissa, Padonou et Yeno. Donc là, nous avions Madame Lilon qui est en direct depuis la région parisienne. Alors, Madame Padonou, bonjour. Bonjour Monsieur Mouketou, bonjour à toutes mes consoeurs en fait, à toutes celles qui sont sur le plateau. Bonjour aux auditeurs et puis merci de demander, mais je vais bien, merci et j'espère que c'est la même chose pour chacun de vous. Bien, merci pour votre présence. Bonjour Madame Dissa. Bonjour. Voilà, Madame Dissa, je voulais vous remercier. Comme je disais que vous avez perdu votre père, hein, vous avez reçu cette mauvaise nouvelle hier. Nous avions déjà préparé cette émission et malgré ces deux, vous êtes venu quand même. Donc, nous allons s'entretenir donc avec vous pendant 5 à 10 minutes. Alors, je voulais rappeler à nos auditrices et auditeurs que vous avez publié cette œuvre au nom du père disparu, au nom du père disparu. Vous voyez quelle coïncidence avec le décès de votre père hier soir. Vous voyez? Oui. Donc, je vais essayer de vous poser quelques questions en rapport avec cette œuvre hein, que vous avez donc publiée. C'était en quelle année? Le livre a été publié l'année dernière. Il est sorti le 2 janvier 2020. D'accord, très bien. Donc, vous êtes auteur de cette œuvre hein, intitulée Au nom du Père, que j'ai lu hein, totalement. Il s'agit donc d'imaginer, tiré d'une histoire vraie, voilà, une histoire vraie, vraiment une histoire vraie, qui parle de la vie d'un jeune vivant à Versailles. Versailles, c'est en France, voilà, une commune. Donc, dans les Yvelines, oui. Dans les Yvelines. Alors, donc, ces jeunes vivant à Versailles, attirés par la beauté que vous qualifiez étant une beauté ravissante, américaine. Américaine ou bien états-unienne, mais vous parlez de la beauté ravissante, donc ici américaine, qui va vivre une aventure que vous qualifiez d'aventure rocambolesque, où l'argent, comme vous le précisez, l'argent, le sexe et la drogue sont rois. Fin de citation. Alors, la première question que je voulais vous demander, pourquoi avoir parlé d'un Européen qui vit, vous me permettez donc cette expression, qui vit en Europe, au lieu d'écrire une histoire venant de chez vous au Gabon, bien en Afrique?
En fait, j'aimerais déjà vous remercier de m'avoir invitée. Et bon, les choses faisant, malheureusement, je ne pourrais pas rester assez longtemps pour pouvoir débattre avec vous et avec ces illustres invités. Et pour abonder à votre question, ça fait plus de 20 ans que je vis en France. Donc, bien évidemment, mon inspiration découle forcément de l'endroit où j'évolue, où je vis. Donc, je suis partie du Gabon, ça fait déjà quelques belles années. Et là, j'ai été frappée par cette histoire qui s'est déroulée ici. C'était un fait divers donc, qui s'est passé en 2000, en avril 2000, je crois, c'est parce que c'était l'année de naissance de ma fille en 2011. Donc, c'était un père de famille qui a donc mis fin au jour de ses 4 enfants. Il avait donc 3 garçons et une fille. Il a mis fin au jour de ses 4 enfants et il a mis fin également au jour de son épouse et il s'est volatilisé. Il fait partie à l'heure actuelle des hommes les plus recherchés du monde. Il s'appelle Monsieur Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà. D'accord. Donc, mais qui est ce père disparu que vous présentez dans votre livre? Vous voyez, on parle d'un père disparu. Oui, M. Mouketou, là, le père disparu, c'est peut-être, comme on dit, le hasard n'existe pas, c'est peut-être mon père qui a disparu cette nuit. Mais entre-temps, le père disparu à la base, c'est donc cet homme qui est recherché, on ne sait pas où il est, on ne sait pas, en réalité, on ne sait pas ce qui s'est passé parce que toute sa famille a péri. L'histoire s'est déroulée donc en avril 2011 à Nantes. Toute sa famille a péri, il n'y a pas de témoins, personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Après, il y a eu beaucoup de spéculations, peut-être qu'il devait certaines personnes qui sont venues lui faire un règlement de compte, mais lui-même, on n'a pas retrouvé son corps. Et donc, cela laisse à supposer qu'il est certainement vivant quelque part. D'accord. Donc, voilà, le père disparu, on ne sait pas qui il est en réalité. Voilà, c'est pour cela que il s'arrête au moment où l'histoire s'arrête, au moment où il a terminé donc d'abattre ses enfants et maintenant il va partir. On ne sait pas où il est parti. Il est toujours recherché, il n'a jamais été trouvé. Alors, avant de vous libérer, j'aimerais vous poser une toute dernière question et donner la parole aux autres invités, certainement qui auront un mot à votre égard suite à ce décès. Je voulais vous demander quelle est la place de la femme africaine, hein, vous me permettez, la femme africaine, on peut parler aussi de la femme gabonaise, hein, dans l'écriture, au moment où nous sommes en direct. La place de la femme africaine, là, moi, mes années lycée, j'ai découvert donc une si longue lettre de Mariama Ba, une écrivaine sénégalaise. Et là, nous avons Madame Fatou Diom qui fait vraiment des exploits dans la littérature. Et je pense que la femme africaine est vraiment en train d'émerger dans l'écriture internationale. Hein. Pour revenir, par exemple, à l'histoire du Gabon, nous sommes restés donc longtemps, donc entre 1960 et 1970, avec une seule femme africaine, une femme gabonaise écrivaine, c'était donc Josette Lima. Et après, s'est émergé pas mal d'écrivaines. Je pense que la femme africaine en général et la femme gabonaise en particulier est en train vraiment de s'affirmer dans l'écriture, dans la mesure où déjà les rôles, il y a une certaine parité. La femme n'est plus réduite à la femme au foyer qui n'exerçait que son rôle dans la cuisine. Les femmes ont de plus en plus de connaissances, elles sont plus indépendantes. Donc,
elles sont plus épanouies et plus à même d'écrire des romans, des recueils. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans l'écriture aujourd'hui pour les femmes africaines. D'accord, beaucoup d'avenir donc pour les femmes africaines dans l'écriture. Alors, chères auditrices et auditeurs, je voudrais rappeler que vous avez ici Madame Alex Dissa qui a publié donc cet ouvrage intitulé « Au nom du Père disparu ». Au nom du Père disparu. Donc, il s'agit d'un récit imaginé donc, qui a été tiré d'une histoire réelle donc, qui relate donc la vie d'un jeune Marseillais attiré par la beauté d'une ravissante américaine et qui va vivre une histoire formidable, voilà, où l'argent, le sexe, et vous parlez aussi de la drogue, que vous qualifiez comme étant des rois. Alors, je vais aller du côté de Montréal, où nous avons, comme je disais, chères auditrices et auditeurs, deux invités de la diaspora gabonaise, Madame Yeno et Madame Padono. Alors, j'aimerais avoir votre commentaire suite à ces propos de votre compatriote, Madame Dissa. Madame Yeno d'abord. Merci, Monsieur Moketou, pour la parole. D'abord, Madame Dissa, je vous présente vraiment mes condoléances pour cette nouvelle que vraiment le Très-Haut vous accompagne et puis soulage vos peines parce que la perte d'un parent, peu importe l'âge, et c'est la perte d'un parent. On reste éternellement à un enfant et je partage vraiment votre douleur. Merci. Alors Monsieur Moketou, pour répondre à votre question, ben, moi je dirais que je suis heureuse quand même de constater que depuis les dernières décennies, il y a un grand nombre de femmes africaines écrivaines qui émergent et on voit beaucoup plus en fait de femmes qui dénoncent à travers leur œuvre, en fait, les injustices, les inégalités qu'on retrouve dans nos sociétés, dans nos pays. Et je pense que ça ne devrait pas s'arrêter seulement à l'écriture, mais ça devrait aller plus loin, dans le sens où ce serait important justement que nos jeunes filles, nos sœurs, nos jeunes sœurs aient ces femmes en modèle et que leurs livres puissent être lus dans nos écoles et pourquoi pas dès le jeune âge, le conte qu'on raconte à un enfant pour dormir, que ce soit ceux écrits par nos mères, par des femmes africaines. Donc, je suis vraiment très heureuse pour cette avancée parce que je pense que ça contribue fortement à briser les préjugés et à justement avancer dans l'évolution de la place de la femme. Oui. D'accord. Madame Padono? Avant toute chose, Madame Dissa, je vous présente toutes mes condoléances pour la perte de votre père et je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre quand même à nous, malgré les circonstances. C'est apprécié et surtout je découvre votre livre que je vais sûrement prendre la peine de lire. Mais pour répondre à la question justement de Monsieur Moketou et pour enchérir ce que Madame Yeno disait, effectivement, je me réjouis également de cette avancée parce que les femmes ont toujours eu quelque chose à dire depuis la nuit des temps. C'est juste que quelque part, peut-être qu'elles étaient moins écoutées, moins entendues. Et donc maintenant, que ce soit des femmes écrivaines, que ce soit à travers, oui, l'art, à travers la culture, à travers différentes formes d'expression, les femmes s'expriment un peu plus, mais surtout sont plus entendues, plus écoutées. Pourquoi? Parce que quelque part, elles expriment
généralement ce qui se passe dans leur environnement. Donc, elles sont des bonnes ambassadrices dans tous les domaines de ce qui se passe, en fait. C'est une bonne fenêtre. Et également dans la façon de rendre les choses. La sensibilité d'une femme reflète généralement, comment dire, une idée un peu plus juste ou plus, comment dire, plus minutieuse, avec plus de détails. Donc, c'est sûr que des femmes qui écrivent, des femmes qui se lancent dans différents domaines, en politique, dans l'entrepreneuriat et ainsi de suite, ben, les femmes vont le faire peut-être différemment, mais quand elles vont le faire d'une certaine façon et justement de plus en plus, même si au début, cette attention ne leur était pas forcément donnée, dépendamment du coin de la planète où on se situe. Nous, on est quand même africaine, bantou et tout, donc quelque part, il y avait comme la place de la femme d'une certaine façon. Mais de plus en plus, on est prise au sérieux, on est considéré ailleurs que simplement au sein de notre foyer, en fait. Parce que oui, au-delà de ça, on joue des rôles et on peut s'impliquer. Donc oui, on ne peut que se réjouir de ces avancées-là. Et il y a de plus en plus d'exemples également pour nos enfants, pour nos jeunes filles, parce que très souvent, justement, les enfants s'identifient aux aînés, aux mamans, comment dire, on a besoin de références. Et donc, plus il y aura de femmes qui oseront dans différents domaines, ben, plus on aura des exemples à suivre. Donc, ça ne peut être que positif. Merci à vous, justement, pour ce livre, parce que rien que l'histoire a l'air déjà poignante, intéressante. Et puis bon, la lecture, je découvrirai sûrement votre style d'écriture. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bien, merci Madame Padonou pour toute cette analyse. Alors, je voulais signaler que nous avons la présence de Madame Alex Dissa. Je voulais préciser aux auditrices et auditeurs que vous êtes donc écrivaine gabonaise, très passionnée par les lettres et titulaire d'un MBA dans la gestion des entreprises. Vous vivez en région parisienne et vous êtes mère de 2 enfants. Voilà. Nous allons aller du côté toujours de la région parisienne où nous avons une femme des lettres. Hein. Voilà. Eh ben, tout d'abord, mes condoléances à Madame Dissa. Je sais que la perte d'un être cher si proche, c'est une partie de nous-mêmes qui s'en va. Donc, que la terre lui soit légère et que Dieu puisse apaiser notre peine. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est un titre de roman en plus dans ma bibliothèque, hein, je pense. Voilà. Merci. Merci. D'autant plus que l'histoire a été médiatisée. Hein, donc, voilà. Donc, j'applaudis votre capacité à saisir une affaire médiatique et en faire un roman. Donc, c'est une performance. Je vous en félicite. Voilà, donc, voilà, merci. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que dans nos sociétés, hein, je pense antillaises comme africaines, la parole avait été donnée aux hommes. Les hommes, donc l'homme transmet la parole. On parle de griot. Chez nous, on a ce qu'on appelle des maîtres de la parole. Je le traduis en français. Donc, la femme n'avait pas droit de citer. Et en fait, ce qui est intéressant maintenant, c'est que les femmes, que ce soit en Afrique, que ce soit aux Antilles, ont pu écrire et ont pu s'exprimer. Et je pense que les femmes sont sous le coup aussi d'une injonction un peu judéo-religieuse, que la femme se taise dans les assemblées. Et je suis tout à fait favorable et émerveillée de voir que les femmes maintenant peuvent écrire à l'égal des hommes. Moi, j'ai découvert la littérature négro-africaine, je vais dire, à l'université. Et la première écrivaine africaine que j'avais découverte était Calixte Belaya, une Camerounaise. Oui. Elle a été Grand Prix littéraire d'Afrique noire, Grand Prix de roman de l'Académie française, Prix Goncourt des lycéens. Et à l'époque, j'avais lu Les Honneurs perdus. Entre-temps, elle a écrit sur la femme aussi, femme nue, femme noire, ou C'est le soleil qui m'a brûlée. Donc, et donc, non seulement elle est une écrivaine, mais aussi une militante, on va dire, puisque je rappelle qu'en 98, elle avait déposé une plainte auprès du CSA pour demander, à cause de l'absence des Noirs, et elle voulait que les minorités visibles soient
apparaissent dans les médias. Donc voilà. Ensuite, il n'y a pas longtemps, je pense que c'est en 2006 aussi, je rappelle, on avait parlé d'une jeune écrivaine qui a reçu le prix concours des lycéens aussi, c'était Léonora Miano, avec elle les astres éteints. Voilà. Et oui, c'est une écrivaine que j'admire aussi parce qu'elle a déjà, à sa manière posée, de parler des choses qui dérangent. Et elle parle un peu des transformations du monde et de l'humanité en général. Et elle a une façon de poser les choses. Et comme disait ma consoeur tout à l'heure, c'est vrai que la femme a une sensibilité et une manière de dire. Et je pense que là, elle s'affirme. Donc nous aussi, donc j'avais découvert aussi, je vais parler de littérature antillaise, je citerai Marie Scondé parce qu'elle a fait ce lien entre l'Afrique et les Antilles. Et j'avais lu son premier livre qui était Ségou, qui était une saga africaine. Voilà. Donc aujourd'hui, la voix de la femme s'élève, la femme se positionne, la femme milite. Et qu'elle soit panafricaniste, indépendantiste, héroïne, elle est là, elle est présente à travers sa littérature. Voilà. Donc, c'est un bonheur. Bien, merci Madame Guillaume pour ces précisions. Donc, nous allons revenir vers vous d'ici peu. Alors, Madame, juste avant de vous libérer, j'aimerais donc vous donner la ligne pour présenter votre mot de la fin. Et puis, je voudrais encore vous présenter nos excuses, hein, les excuses de la radio et de nos auditrices et auditeurs qui sont très nombreux qui nous écoutent donc en ce moment à travers donc les 4 coins du monde. Alors, donc je vous laisse la ligne pour présenter votre mot de la fin. D'accord. En tout cas, j'aimerais déjà m'excuser de ne pas pouvoir assister à la fin de cette illustre émission. Et depuis l'année dernière, je courais après le docteur Muketu pour avoir une plage horaire parmi vous. Et j'ai pu la voir et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir et de passer réellement un moment avec vous et avec les téléspectateurs qui nous regardent. Donc, mon livre, il est disponible chez Amazon, à la FNAC. Vous pouvez vous le procurer. Et j'espère que la prochaine fois, le docteur Muketu me donnera encore l'occasion de venir soit vous parler en long et en large de cette histoire extraordinaire ou peut-être même de vous présenter un nouveau livre. Mais je vous remercie beaucoup et prenez soin de vous. Merci, voilà. Force, courage et encore, nous vous présentons donc nos condoléances et surtout beaucoup de courage. Hein, merci, merci à vous, docteur Muketu. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien personnel. Bon courage. Et merci à toutes les invités. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt. Merci, Madame donc, alors, nous allons terminer de ce mail. Merci. Alors, bonjour, donc, rebonjour, chères auditrices et auditeurs. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, hein, sur l'entretien vérité du docteur Jean-Aimé Muketu et Jacques Roger. Notre émission, comme je vous disais, elle est exceptionnelle en raison de la qualité des invités que vous avez déjà découvert ici. Alors, il y a des auditrices et auditeurs qui me disent, oui, mais docteur Muketu, vous avez l'habitude de présenter des hommes, pourquoi vous ne présentez pas ces charmantes femmes? Vous voyez, donc, je m'excuse, je vais vous présenter d'abord Madame Zedna Yeno. Voilà, chères auditrices et auditeurs, Madame Zedna Yeno est citoyenne très engagée pour la cause de la souveraineté africaine. Elle est membre actif du Conseil gabonais de la Résistance, zone Canada. Et je voulais signaler que par rapport à son parcours universitaire, elle est titulaire d'une maîtrise en administration publique qu'elle a obtenue à l'école. Et je voulais aussi resituer que vous avez un bachelor en administration des affaires et dans la vie active, vous êtes conseillère en recrutement international. Pour ce qui concerne Madame Dillon, qui est en direct depuis la région
parisienne. Je voulais signaler que vous êtes professeur certifié de lettres modernes et vous êtes habilité en langue vivante créole, en région donc parisienne. Et je voulais aussi signaler à nos auditrices et auditeurs que vous êtes diplômé donc en lettres modernes, linguistiques, françaises et communication de la faculté de Paris 3, voilà, en France. Et enfin, vous êtes aussi artiste, voilà, très engagé. J'ai déjà écouté l'une de vos chansons. Vous êtes artiste donc engagé pour la promotion des cultures créoles et présidente de l'association Jeunesse et Conscience. Enfin, Madame Stéphanie Padono, je voudrais signaler déjà à nos auditrices que vous êtes gabonaise, coordonnatrice adjointe du CGR, c'est-à-dire du Conseil gabonais de la résistance, zone Canada. S'agissant de votre parcours universitaire, je voudrais informer à nos auditrices et auditeurs que vous avez étudié à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, donc au Canada. Vous êtes titulaire d'un bachelor en administration des affaires et d'un certificat en gestion des solutions d'affaires électroniques. Aussi, vous avez une grande expertise sur la gestion immobilière au Canada, c'est-à-dire sur l'acquisition d'immeubles ou logements d'entreprise. Vous êtes coordonnatrice adjointe d'un programme communautaire au Québec. Vous vivez plus précisément donc à Laval. Avant d'aller vous installer donc au Canada, ce grand pays, le Canada, vous avez eu une expérience dans le monde des médias, c'est-à-dire la presse écrite, la publicité, la radio et la télévision. Et vous avez aussi une grande expérience en cinématographique. Voilà, je suis arrivé donc en Côte d'Ivoire et dans votre pays d'origine, le Gabon. Vous êtes également donc membre fondatrice et administratrice d'un jeune fonds d'investissement qu'on appelle donc le groupe Kavocha. Kavocha, j'espère que j'ai bien prononcé ce groupe, donc d'un jeune fonds d'investissement. Et actuellement, vous êtes responsable du comité de gouvernance. Alors, voilà donc la présentation de nos trois invités, donc Madame Padono, Madame Lilon, Madame Yeno. Alors, la deuxième question que j'aimerais vous poser ici, est-ce que d'abord cette présentation ou bien ces présentations vous conviennent, chères mesdames? Madame Yeno. Oui, oui, ça me convient parfaitement, mais je voudrais vraiment mettre l'accent sur l'engagement, en fait, l'engagement citoyen. Je me définis plutôt vraiment comme tel. Et c'est ce que j'aimerais beaucoup, en fait, que les auditeurs et les auditrices comprennent tout au long, en fait, du développement qu'on va avoir. Alors, et d'abord, qu'est-ce que vous entendez par engagement citoyen? L'engagement, d'abord, un engagement, c'est une participation. Hein, c'est vraiment une participation. Moi, je définis ça comme une participation active. Et je me définis comme telle parce que je suis plutôt sensible aux injustices sociales, que ce soit au niveau du Gabon ou que ce soit dans mon pays d'adoption, le Canada. Et je vais, par rapport à ça, mener des actions. Je vais participer, en fait, à différents mouvements. Dans mon lieu de travail, j'ai été dans les syndicats, dans les différents comités. Je participe donc pour donner ma voix, pour dire en fait ce que je pense. Et je pense aujourd'hui, si on vient dans le contexte justement de la femme des droits, de la journée des droits de la femme, je crois que les femmes devraient avoir un engagement citoyen et participer beaucoup plus, en fait, sur les conditions, en fait, donner leur voix, dire ce qu'elles pensent dans la gestion de nos pays. D'accord. Madame
Padonou, est-ce que cette présentation vous convient, elle? Oui, c'est correct pour moi. Merci. Mais vous avez une... J'ai découvert hein, en préparant cette émission que vous avez une grande expertise sur l'immobilier. En effet, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans ce domaine et quand je dis que je suis dans ce domaine, c'est vraiment à différents niveaux. J'avoue qu'en fait, si vous me demandez en fait pourquoi ou comment je suis arrivée là, parce que je partais quand même de la communication. D'ailleurs, quand je suis arrivée les premières années, tout le monde s'attendait à ce que je poursuive en fait en communication. C'est simplement que partant d'un principe tout simple, je me suis dit, la pierre, la terre, c'est quasiment les seules choses qui, avec le temps, quoi qu'il arrive, prennent de la valeur et n'en perdent pas. Tout le reste, qu'on le veuille ou non, à un moment, ça perd de la valeur. Donc, c'est un peu ce qui m'a attirée en fait dans ce domaine. Et puis, c'est ça. Et quand je commence quelque chose, j'essaye de découvrir tous les aspects justement de la chose. Et d'un autre côté aussi, c'est une forme de tremplin. Ça a été aussi pour avoir une certaine autonomie, autonomie financière, indépendance. Pourquoi? Parce que quelque part, justement, quand on veut faire valoir certaines choses, certains points, mener certains combats, quelque part, je pars du principe que le fait d'avoir une certaine autonomie, indépendance, ça permet d'être libre. Et cette liberté, justement, se traduit par le fait de pouvoir dire, en fait, ce que l'on pense, quoi que l'on pense, ou que ce soit parce que quelque part, peut-être on va dire, moins sensible à certaines choses parce que quelque part, voilà, c'est un peu tout ça. C'est vraiment un ensemble. Et puis, voilà, quoi, j'ai évolué là-dedans et je ne regrette pas. D'accord. Bien, merci pour toutes ces précisions. Madame Dillon, est-ce que cette présentation que j'ai faite vous convient? Elle me convient. J'ajouterais, comme Madame Padonou, j'insiste sur la notion d'engagement aussi. Donc, je fais de tout ce que je fais, je me redis, un engagement, c'est-à-dire une participation et une prise de position aussi, que ce soit dans ma profession, en tant que professeur. Je pense que nous sommes des passeurs de parole, nous sommes dans la transmission, donc il y a des idées, il y a du savoir, mais il y a des idées à faire passer aussi. Au niveau artistique, comme vous l'avez souligné aussi, je me suis engagée. C'est un double engagement, hein, spirituel et culturel. En politique, j'ai eu aussi à passer aussi un moment de ma vie aussi parce que je voulais des changements dans la petite île de Guadeloupe, qui, on le sait, est encore à des relents de colonialisme. Et voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, tout me convient. Bien, merci mesdames. Alors, nous allons entrer dans la deuxième partie de cette émission, avoir votre regard sur l'actualité internationale. D'abord, Madame Yenou, vous savez, on parle souvent des hommes d'État africains qui ne reculent devant rien pour se maintenir au pouvoir. Alors, j'aimerais avoir votre première réaction. Oui, effectivement, c'est dommage de constater que depuis, en fait, si on parle vraiment des États africains, de constater en fait cette constance de vouloir se maintenir au pouvoir par différentes formes, et notamment en fait la manipulation de la Constitution. Et c'est tout aussi surprenant de voir, de constater que même avec la nouvelle génération en fait d'hommes d'État, on est toujours en fait dans cette lignée-là. Et je pense que dans nos États, malheureusement, on met beaucoup plus d'importance à bâtir en fait un homme fort plutôt que des institutions. Et c'est ce qui résulte de tout ce qu'on peut constater aujourd'hui, manipuler la Constitution à son mission personnelle.
et à ne pas tenir compte, en fait, justement, de ce que le peuple dit et de ce que le peuple veut. D'accord. Madame Padonou? Oui, mais c'est désolant, effectivement, de voir les personnes s'accrocher au pouvoir parce que nous sommes un certain nombre et plusieurs ont des compétences, pas seulement ceux qui sont là. Et quelque part, justement, tout le monde a quelque chose à apporter. Aussi, dans le domaine de la politique, en fait, je pense que ce que les hommes politiques souvent oublient, c'est que une personne, et ça c'est très vrai en politique surtout, quelle que soit sa position, est censée être au service du peuple et non se servir du peuple. Malheureusement, beaucoup de nos hommes politiques, nos chefs d'État surtout, se servent du peuple. Et je pense qu'il faudrait revenir aux fondamentaux, en fait, comme a dit Madame Yeno, en fait, peut-être aux institutions, des institutions fortes, un système, en fait, revoir une façon de penser. Et l'autre chose que j'ai envie de dire, qui, selon moi, serait peut-être une explication à ce que l'on observe aussi, c'est que malheureusement, on a tendance à faire le culte de l'homme, le culte de la personnalité plutôt que la reconnaissance des idées. Donc, une idée, comment dire, tout le monde peut travailler une idée, on peut bâtir derrière une idée. Un homme, c'est faillible. Un homme peut changer. Donc, c'est un peu cette façon de penser qui, selon moi, génère en fait ce que l'on observe et tous les mots qui en découlent. Donc, D'accord, très bien. En tout cas, merci pour cette première réaction. Alors, nous allons avoir le regard du française, Madame Melo. Vous avez entendu parler de ces hommes d'État qui ne reculent devant rien pour se maintenir au pouvoir. Votre réaction? Je vous entends très mal. Je voudrais avoir votre avis. Vous m'entendez? Oui. Sur les hommes d'État africains qui ne reculent devant rien pour se maintenir au pouvoir. Alors, on parle de pouvoir. Donc, le pouvoir, à la limite, le pouvoir devient comme une folie. Pour moi, vu de l'extérieur, on se souvient de Bokassa, qui s'autoproclame roi. On se souvient de Séssé Sékou, qui était président pour toujours et à jamais. Hein. Et il y a une espèce de fascination pour la domination, de confort dans la position. Et comme disait ma consoeur, sans tenir compte du besoin du peuple. Et la problématique, c'est de savoir quels sont les objectifs de ces hommes d'État quand ils arrivent au pouvoir. Et d'ailleurs, on peut se poser une question. Comment ils ont obtenu le pouvoir et comment ils le perdent, comment ils veulent ne pas le perdre. Et à ce moment-là, on peut déterminer le niveau démocratique d'un régime politique qui va, bien sûr, de la démocratie à la dictature. Alors, est-ce qu'il faudrait penser? Penser ne suffit pas. Je pense que c'est toute une culture du pouvoir, une culture de la domination, une culture de l'asservissement dans son intérêt. Et c'est tout ce qu'il faudrait revoir. Mais autour, je pense que le peuple a non seulement son mot à dire, mais le peuple a une position à maintenir. Parce qu'un dictateur n'est dictateur que s'il le veut. Un homme ne reste au pouvoir que s'il le veut. Et lorsque le peuple se lève, parce qu'il s'agit bien de maintenir ou de mettre en place une démocratie, le pouvoir du peuple, je pense que le peuple, c'est au peuple aussi de mener ce combat sans relâche, comme on le voit en ce moment au Gabon. Voilà, avec sous le président Bongo, avec le Gabon. Alors j'ai regardé un peu Internet, j'ai vu qu'en ce moment c'est la révolution des casseroles. Voilà, donc il faut que le peuple se tienne, mais aussi qu'il ne lâche pas, parce que si vous voulez, tous les pouvoirs ont changé,
tous les gouvernements, tous les régimes ont changé à la force de la ténacité des peuples. Voilà. D'accord, très bien. Alors, nous allons prendre un deuxième sujet par rapport à l'actualité internationale. Restons en Afrique. Hein. Parlons un peu des mouvements sociaux au Sénégal, qui est un des pays d'Afrique francophone qualifié de plus stable et démocratique. L'impression du peuple, comme vous le savez, chers auditeurs et auditrices, a fait libérer l'opposant Ousmane Sonko. Le Macky Sall, donc, je disais que la pression du peuple sénégalais a fait libérer l'opposant Ousmane Sonko, mais le président Macky Sall est en train de traquer, hein, d'après nos informations, tous les activistes et ceux qui ont participé aux manifestations. Et en ce moment, d'après nos informations toujours, la diaspora sénégalaise de France reste encore mobilisée. Et c'est pareil dans certaines villes du Sénégal. Alors, Madame Yeno, votre réaction sur cette actualité sénégalaise concernant bien sûr les mouvements sociaux? Alors, comme je vous le disais, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment dommage qu'avec les nouvelles générations d'hommes d'État qu'il y a au niveau de notre pays, et je pensais notamment à monsieur Macky Sall, qui a à peine, je pense, peut-être une cinquantaine, de constater d'être dans la lignée de cette manipulation du peuple. Pourtant, le Sénégal, qui est pourtant, comme vous l'avez dit, un pays de havre de paix, où on a vu que le peuple sénégalais a toujours été, en tout cas depuis l'avènement, entre guillemets, de la démocratie, a toujours été debout quand il s'agissait en fait de brimer ses droits. On a vu que quand il s'agissait de la passation en fait entre M. Wade, entre M. Diouf et M. Wade, le peuple sénégalais s'est levé contre tous ceux qui étaient en dessous pour tripatouiller. On a vu que ça s'est répété quand M. Wade a essayé de tripatouiller la Constitution. Le peuple s'est levé. Quand il a essayé justement de placer son fils, le peuple s'est levé. Donc, ça ne m'étonne pas en fait cette réaction du peuple sénégalais que je salue, parce que en fait, c'est qu'on peut voir que qu'on le veuille ou pas, qu'on veuille l'accepter ou pas, le peuple est souverain. Bon, maintenant, il faudrait que nous puissions travailler en fait sur justement comment notre peuple, nos peuples peuvent s'approprier cette souveraineté-là, notamment au Gabon, et savoir que ce n'est pas acceptable si je n'ai pas d'eau. Ce n'est pas acceptable que l'État veuille me faire croire que c'est une faveur en me faisant des dons de médicaments. Il faut que dans nos participations, et c'est pour ça que je parle justement d'engagement citoyen, parce que ce n'est pas de le dire seulement, mais c'est de participer à justement l'éducation, à véhiculer en fait ces responsabilités qu'a les États envers leur peuple, mais aussi le peuple envers les États. Et donc, je salue vraiment cette initiative de la jeunesse sénégalaise, du peuple sénégalais, et j'encourage vraiment ça. Voilà, justement, selon nos sources, hein, puisque vous parlez des jeunes Sénégalais, selon nos sources, ces jeunes Sénégalais étaient prêts à aller déloger le président Macky Sall, mais il semblerait qu'ils auraient été raisonnés par les opposants pour donner le temps de réconcilier le peuple. Fin de citation. Mais il s'avère, comme je le disais, que le président Macky Sall est perfide. Hein, voilà. Votre réaction, Madame Padonou, par rapport à cette actualité sénégalaise? Ben oui, c'est un peu comme ma consoeur. Hein. Je me dis que après ces présidents, vous entendez? Oui, Madame Dillon, oui. Vous m'entendez? Oui. Comme disait ma consoeur, c'est malheureux après ces mastodontes politiques qui est encore en 2021 des jeunes qui ne prennent pas une autre direction. Ceci dit, moi, en tant que
que personne ayant des rapports avec des jeunes et des jeunes militants. Je salue vraiment la prise de position de tous ces jeunes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la ténacité qui leur permettra d'arriver à une autre structure, sous un nouveau jour. Voilà. D'accord. Madame Padonou, maintenant, depuis là-bas. Oui, en fait, on ne peut qu'être fier de la réaction de cette jeunesse qui prend conscience qu'elle détient un certain pouvoir. Maintenant, par rapport justement à la dernière partie de votre question sur le fait qu'ils étaient vraiment prêts à aller jusqu'au bout, à en découdre, et que là, ce soit apparemment les opposants eux-mêmes qui ont essayé de stopper, freiner un petit peu le mouvement dans une optique de réconciliation et tout. Je le comprends aisément, sauf que quelque part, j'ai envie de dire, est-ce que justement, quand en fait, est-ce que justement on doit faire confiance à quelqu'un qui a déjà montré ses limites? Est-ce qu'on doit faire confiance justement à quelqu'un? Donc en fait, c'est que quand le peuple a la possibilité d'aller jusqu'au bout, quand il a pris conscience justement de son pouvoir, parce que le peuple est souverain, mais très souvent, je ne sais pas s'il l'oublie ou c'est vrai qu'avec les moyens de pression, il y a la peur, parce que quand il y a ce genre de mouvement au Sénégal, au Mali, au Gabon, partout, en Afrique et tout, malheureusement, il y a des morts, il y a des blessés, donc c'est beaucoup de désolation. Mais malheureusement, je me dis, par rapport à ces pertes de vie-là, par rapport à ces sacrifices-là, je serais d'avis que dès qu'il y a ce type de mouvement, il faudrait aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que oui, négociation, d'accord, je ne suis pas contre les négociations, mais il y a des moments pour tout. Et quand il y a une lancée, généralement, et qu'on est sûr de son objectif, c'est d'aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que en fait, à ces moments-là, le pouvoir n'est plus à la personne qui le détient, mais c'est au peuple. Mais il faut que le peuple ait cette conscience-là qu'en allant jusqu'au bout, oui, il y aura des sacrifices, mais au bout du tunnel, il va récupérer son droit, cette souveraineté dont Madame Yeno parlait tout à l'heure et tout. Donc, c'est un peu ça mon point de vue en fait, que quelque part, je ne dis pas que c'est une erreur parce que bon, il y a différentes stratégies et quelque part, c'est sûr que même si nous ne sommes pas d'accord en politique comme dans toute chose, il est toujours bien de s'asseoir à une même table pour discuter, pour dialoguer et trouver un terrain d'entente, sauf que on le fait en toute confiance quand justement toutes les parties sont de bonne foi. Et là, je ne sais pas si c'est le cas. Voilà, restez, Madame Padonou, restez en ligne. Je voulais vous poser une question sur la femme africaine maintenant. Cette femme africaine, n'a-t-elle pas perdu, vous allez m'excuser, chères mesdames, n'a-t-elle pas perdu une forme de guerre contre ce qu'on appelle la femme occidentale blanche, entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, hein, voilà. Alors, si elle doit correspondre, cette femme, à la femme, par exemple, européenne, version télé, novelas, ou pas des histoires à l'eau de rose, la dépigmentation, les faux sourcils, les faux cils, les perruques, quel est finalement le fondement de cette guerre contre la femme africaine? Alors que, comme vous le savez, par exemple, le président français, vous avez accusé au Burkina Faso de faire trop d'enfants. Alors, vous sentez-vous en guerre face au modèle unique occidental de la femme, Madame Padonou, d'abord? Alors, en guerre, pas particulièrement. Mais pour répondre à cette question, en fait, moi, j'aime aller à la genèse, à l'origine des choses. Est-ce que c'est vraiment la femme africaine qui, comme vous avez dit, soi-disant, aurait peut-être perdu une sorte de combat, peut-être par rapport à la femme occidentale et tout, parce qu'il y a comme une forme de mimétisme et tout? Je n'en suis pas si sûre. Je ne le crois même pas. Par contre, ce que je crois, c'est que quelque part, la société en elle-même, et les hommes aussi, et là, je ne suis pas en train de jeter une pierre, mais qu'on le veuille ou non, sur Terre, il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a toujours un jeu de séduction.
Donc, quelque part, si les femmes répondent à certains critères, c'est pour quelles raisons? Généralement, c'est pour les hommes. Et si justement elles vont vers un certain stéréotype, c'est pour quelle raison? C'est pour plaire à ces hommes. Donc, est-ce que ce ne serait pas à ces hommes africains de rappeler à leurs sœurs, à leurs femmes, à leurs mères, qu'elles sont belles avec les cheveux crépus, qu'elles sont belles avec la peau noire, qu'elles sont belles naturellement. Pourquoi? Parce que les pays où on voit par exemple le plus de dépigmentation, sans pour autant les citer, on les connaît tous, ben, c'est des endroits où justement les hommes, beaucoup d'hommes, même de génération en génération, vont dire « je préfère être avec une femme plus claire de peau ». Ben, à ce moment-là, la femme qui veut se marier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'éclaircit la peau. Donc, en fait, il faut voir le problème à la genèse. Pourquoi? Parce que souvent, comment dire, les mots que l'on voit sont des réactions à d'autres mots, en fait, à des attitudes qui blessent peut-être. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire, pour guérir de ça, c'est l'éducation, c'est aussi revenir à sa culture, c'est essayer aussi, parce qu'il y a quand même un petit bout que je veux mentionner, c'est que quelque part, avec l'esclavage, les 400 ans, et même on s'arrête toujours à 400 ans, mais quelque part ça continue, ça a juste pris une autre forme. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait du marketing, de la publicité, tout ça, donc je sais que la publicité, c'est, comment dire, au niveau, la psychologie, c'est en fait, on va dire, influencer sur l'opinion de l'autre. Et donc, quelque part, que ce soit la mode, tout ce qu'on vous montre à la télé, toutes les influences sont faites ont été mises en place pour justement magnifier cette image de la femme occidentale et peut-être, comment dire, amoindrir celle de la noire, vraiment là. Et donc, c'est à nous de corriger ça parce que maintenant, nous avons accès à tout, les médias, tout. Alors, pourquoi ne prendrions-nous pas conscience de ça pour rétablir ça? Donc, c'est un petit peu, moi, ma façon de penser, je ne sais pas si ça répond, mais c'est plus une forme d'analyse et de questionnement parce que sinon, on va mettre des pansements sur des plaies ouvertes. Donc, c'est vraiment de guérir au fond pour ensuite ne plus avoir à revenir sur ce problème, en fait. Madame Yeno, sur le même sujet, Madame Yeno. Désolée, j'étais sur mes... Mais en fait, je disais que personnellement, comme Madame Padonou, je ne me sens pas en guerre contre la femme occidentale, tout simplement parce que je considère que il n'existe pas de modèle unique de la femme. Il n'existe pas de modèle unique. Je ne dirais pas que le modèle de la femme africaine est le meilleur, je dirais tout simplement qu'il n'existe pas. On est différents, que l'on soit blanche, noire ou autre chose. Nous sommes des femmes différentes et je pense qu'on a chacune à notre façon à apporter quelque chose à l'autre. Par contre, si vous me dites que cette guerre, que ce modèle est ce que on voudrait faire croire à la femme africaine, ben là, oui, je vous dirais que je suis contre. Je suis contre parce que on voudrait, et puis de ceux que l'on voit, Madame Padonou parlait justement de marketing, et je vais même aller un petit peu plus loin dans nos... quand on est une jeune fille dans nos magasins, qu'est-ce qu'on va avoir? On va commencer à jouer avec des poupées blanches. On va commencer à tresser sur la tête des poupées blanches qui ont des cheveux lisses. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite quand on va tresser la sœur? Ah, ben, tu as des cheveux crépus, ah, ben, tes cheveux sont durs. Mais c'est justement peut-être parce que dans cette représentation dans laquelle nous grandissons, on ne met pas suffisamment en avant justement la beauté de la femme africaine. On ne met pas suffisamment
les compétences en avant de la femme africaine. Dans cette guerre, on voudrait nous faire croire que la femme africaine est moindre à cause de sa façon de penser. Vous l'avez dit, M. Macron a eu à indexer le ventre de la femme africaine, ce que je trouve vraiment aberrant, dans le sens où, mais ce qui fait d'une femme une femme, mais c'est sa capacité à procréer. Alors, comment on peut remettre en cause cette fonction primaire, ce qui fait d'elle une femme, et surtout dans nos sociétés où une femme n'est pas considérée être une femme si elle n'est pas mère. Donc, je suis contre, et oui, je suis en guerre contre ces façons de penser, de faire croire qu'il y a un seul modèle et que c'est ce modèle-là qui est le plus beau. Mais moi, je dis non. Moi, je dis non. Je dis que chacune des femmes a quelque chose à apporter à une autre femme. D'accord. Donc, vous n'accusez pas les hommes? Je dirais qu'ils ont une responsabilité. Comme Madame Fadou? Je dirais qu'ils ont une responsabilité. Dans l'évolution, je dirais, je ne les accuse pas, mais je dirais qu'ils ont aussi leur part de responsabilité. Vous voulez dire que l'homme africain est complexé? Complexé, disons que si je me fie, par exemple, à la société occidentale, par exemple, où je vais aller aux États-Unis, comment ils présentent la femme? Comment ils présentent leur femme? Dans les clips que l'on regarde, elle est dénudée. Elle est toujours dans des fêtes en train de danser. Et c'est là la responsabilité de l'homme. La présentation qu'il fait de la femme. Si je regarde sur nos tables de décision, aujourd'hui, je suis souvent choquée de voir en fait qu'on peut encore trouver sur des plateaux de télévision des hommes qui discutent entre eux et ça ne les dérange pas qu'il n'y ait pas de femmes pour participer à la discussion. Donc, je dirais que oui, ils ont cette responsabilité-là de valoriser d'abord eux-mêmes leurs propres femmes. D'accord, très bien. En tout cas, je voudrais vous signaler que nous sommes très écoutés à l'échelle du monde en ce moment sur Afrique 2050 et sur les autres plateformes donc numériques. Alors, Madame Lilon, votre réaction sur ce sujet? Oui, vous m'entendez? Parfaitement. Donc, oui, je rejoins l'avis de Madame Padenou. C'est vrai qu'il faut aller à la source. Et à la source, vraiment, c'est l'esclavage. Donc, ce déni de la femme, de sa couleur, de la texture de ses cheveux. Et ce déni va en quelque sorte se perpétuer sur des générations. Donc, c'est vrai qu'on peut donner tort à l'histoire, mais après, il y a une responsabilité aussi de la part des autres générations, celles qui ont suivi. Et je pense qu'il y a un travail collectif, bien sûr, mais il y a aussi un travail personnel à mener, notamment au sein des familles, qui est le lieu de transmission, le lieu de construction. Et quand on entend une mère, c'est vrai, coiffer, pendant qu'elle coiffe sa fille, lui dira on ne peut même pas te coiffer parce que tes cheveux sont crépus, ou bien tu aurais dû être plus clair. Et on sait que chez nous, en Afrique comme aux Antilles, lorsqu'un enfant naît, on accourt vite pour voir la couleur de sa peau et on en parle. Et au sein même d'une même fratrie, il y a souvent des différences entre des couleurs. Donc, c'est de la responsabilité de la famille de valoriser un enfant. Et puis, il y a aussi la responsabilité de l'homme, oui, bien sûr, parce que les femmes pensent, les hommes peuvent penser aussi. Et si on leur a imposé un canon de beauté,
ils peuvent s'en défaire en se disant, ben voilà, cette femme noire, c'est une femme de ma communauté, c'est une femme qui me ressemble aussi parce que nous leur ressemblons. Elles ne sont pas différentes d'eux. Eux aussi ont une couleur qui pourrait nous déplaire ou des cheveux qui pourraient nous déplaire, mais finalement, que l'on puisse s'accorder sur ce fait. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et là, le docteur Mokutu sera d'avis, du même avis que moi, qu'il y a aussi un manque et un vide incontestable dans les livres d'histoire sur des modèles, sur la femme africaine, depuis la reine Zenga au XVIIe siècle, en passant par Myriam Makeba, activiste indépendantiste, et jusqu'à chez nous, on a eu des Gertie Archimède députée, Christiane Taubira, et même des actrices, hein, je parle de Lupita Nyong'o par exemple, qui sont des femmes qui apparaissent dans toute leur beauté naturelle. Et il faudrait qu'on puisse parler de ces figures pour que nos jeunes filles s'identifient effectivement à ce type de femmes et non pas à ces schémas qu'on leur donne, ces images d'épinage dans les médias. D'accord. Bien, on va essayer d'avancer. Alors, justement, Madame Lilon, si vous voulez vous mettre en milieu. Donc, justement, restons un peu, parlons toujours des femmes africaines. Madame Lilon, votre raison, s'il vous plaît, vous mettre en milieu. Merci. Alors, restons sur le sujet des femmes africaines. Quelques femmes africaines sortent du lot. Madame Lilon, votre raison, s'il vous plaît. Merci. Quelques femmes africaines, je disais, sortent du lot en matière de gouvernance. Je peux citer Madame Ellen Johnson, ancienne présidente de la République du Libéria. Je peux citer Madame Zuma, qui était ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine. Je peux aussi citer Winnie Mandela. Alors, la question que je voulais vous poser, est-ce que le salut de l'Afrique passe-t-il par le pouvoir des femmes? Madame Yeno. Si le salut de l'Afrique passe par le pouvoir des femmes, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que la participation active des femmes africaines fera certainement une grande différence. En ce moment, j'ai pour lecture de chevet Un cœur indompté, justement de Madame Winnie Mandela. Et dans ce livre-là, on comprend vraiment en fait pourquoi, on comprend l'expression « derrière un grand homme se cache une grande femme ». On comprend aussi pourquoi nos chefs coutumiers avaient coutume de dire quand ils étaient face à une impasse, la nuit porte conseil. Donc, je pense que ça veut dire qu'on a vu le combat de Madame Mandela, comment elle a porté très haut ce combat-là, comment ça fait une différence. Et donc, je pense que une participation significative de la femme africaine dans les questions de développement de l'Afrique ne fera qu'une bonne différence. Madame Lilon? Alors, je ne sais pas si la femme africaine pourra sauver l'Afrique, mais en tout cas, la femme africaine, comme les femmes en général, ont des qualités qui lui permettent de s'investir pour amorcer un changement. La femme est endurante, elle est tenace, elle est multicompétence. Hein. Donc, je pense que si aujourd'hui, la femme a pu mener ce combat depuis le 19e siècle où elle n'avait même pas de droit de vote, où elle n'avait pas le droit de citer dans sa maison. Aujourd'hui, la femme a des qualités pour pouvoir se lever. Il dépend de son engagement et de sa capacité à se tenir debout
à côté de l'homme, bien sûr, en collaboration. Voilà. Bien. Madame Padonou. Moi, par rapport à cette question, j'ai envie de dire il faudrait restituer les choses dans la mesure où les femmes, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Afrique, pas l'histoire récente, avaient déjà ce pouvoir. Il y a beaucoup justement de, de civilisation matriarcale et tout, où la femme a ce pouvoir. Sauf que quelque part, je pense qu'avec la modernisation, ça lui a été un petit peu enlevé d'une certaine façon. Et ce serait, ce serait juste de restituer les choses. Pourquoi? Parce que la femme est à l'origine, vu que c'est elle qui met au monde, qui enfante, qui est... Voilà, donc quelque part, et puis par rapport aux exemples que justement Madame Yeno donnait, Madame Lilong et tout, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, c'est aussi elle qui à la base, en fait, quand on regarde la première cellule, c'est la cellule familiale. Et donc, quelque part, justement, la cellule familiale, c'est là où il y a l'éducation, c'est là où la jeunesse se fait. Donc, quelque part, quand on parle de pouvoir aux femmes, c'est plus dans le sens peut-être de l'écouter, lui donner cette place à l'extérieur dans la société. Mais sinon, la femme normalement a déjà ce pouvoir, mais c'est juste de, restituer les choses. Pourquoi? Parce que quelque part, tout le monde a quelque chose à apporter, sauf que les femmes, comme je l'ai dit un petit peu en début d'émission, peut-être n'étaient pas suffisamment écoutées, pas suffisamment entendues, pas suffisamment prises en considération. Donc, c'est sûr que le salut de l'Afrique, passe par, le fait que tout le monde s'implique, et aussi et surtout la femme, parce que c'est la femme, même qu'on le veuille ou non, qui va éduquer, même si on dit, OK, c'est pas les femmes qui sont au pouvoir, mais le président qui sera au pouvoir, il aura été éduqué par qui? Par une femme. Donc, quelque part, c'est pour ça que je dis, c'est le pouvoir, qu'on le veuille ou non, et la réussite ou l'évolution d'une civilisation passe intimement entre les mains d'une femme. C'est juste que il faut qu'on prenne conscience de cet impact-là. Et c'est ce qu'on a souvent tendance à minimiser, en fait. Donc, justement, Madame Padonou, ne partez pas. Vous avez parlé des femmes qui éduquent leur mari président. Les femmes africaines, très bien, semblent être pardonnez-moi, heurtées par, je cite, les premières dames non africaines, épousées par donc vos chefs d'État africains. Je peux citer le cas de votre première dame, Sylvia Bongo, au Gabon. Je peux citer le cas de Dominique Ouattara en Côte d'Ivoire et même de la métisse Chantal Biya au Cameroun. Or, les premières dames authentiques africaines, donc vous autres, ne sont pas des modèles. Je ne veux pas citer, vous qui êtes en ligne sur Afrique 2050, je dis les femmes africaines de façon générale qui ne sont pas donc des modèles de vertu politique aussi, à l'instar de Madame Grace Mugabe, Madame Grace, comment elle s'appelle, Kangala, Mobutu, ou les deux jumelles de Mobutu, et bien d'autres. Alors, je voulais encore poser cette question. Le salut de la gouvernance africaine passe-t-il aussi par la fin des couples présidentiels mixtes? Madame Padonou. Là, ce que j'ai envie de dire, et je ne suis pas totalement d'accord avec vous, Monsieur Mouketou, vous allez m'excuser, c'est que dans toute chose, on peut toujours trouver des exemples qui nous arrangent. Donc, là où je dis que je ne suis pas totalement d'accord dans la formulation de la question, c'est de vouloir faire croire que les couples, on va dire les chefs d'État ou les hommes de pouvoir qui ont pris des femmes authentiques de leur pays, malheureusement, ces femmes-là n'étaient pas de bons exemples versus ceux qui sont allés chercher des étrangères. Je ne suis vraiment pas d'accord dans la mesure où il y a du bon et du mauvais partout. Il y a de bons exemples et des mauvais exemples partout. Ça, c'est le premier point. Maintenant, moi, mon opinion, et ça, c'est vrai que c'est personnel par rapport à l'analyse que j'en fais, c'est que diriger un pays, ce n'est pas une petite affaire.
à partir de ce moment-là, on est normalement confronté à un certain nombre de réalités, de secrets, de responsabilités. Et la tâche est tellement lourde de conséquences que pour pouvoir y arriver, il faut profondément, sincèrement aimer son pays. Alors, qui d'autre que la personne qui est native de ce pays-là peut l'aimer à ce point-là? Ça, c'est de un. De deux, quelque part, il y a aussi la question de trahison, de, comment dire, comme on dit, les secrets d'État, bref, parce qu'entre États, il y a justement des informations qui circulent et tout. Donc, je ne suis pas en train de dire que parce qu'on prend quelqu'un d'un autre pays, forcément, c'est un espion ou quoi que ce soit. Mais on a vu ce genre de cas. Ça, c'est de deux. Et également aussi, le fait, je reviens encore à la genèse, en fait. Je vais prendre un exemple tout simple. Il y a quelques années au Gabon, qui est donc mon pays d'origine et tout, justement, en regardant la tribune officielle un certain 12 mars, il y a plusieurs années, ça m'a amusée. Je regardais la tribune officielle, il y avait un défilé, et là, en regardant justement cette tribune, je peux vous dire que quasiment, et je n'exagère pas, 60% des femmes n'étaient pas gabonaises. Quel message ça envoie? Quel message ça envoie à nos jeunes filles? Quel message? Donc, en fait, j'ai envie de dire, et c'est la raison pour laquelle quand on revient dans nos cultures, il y avait ce qu'on appelait des mariages arrangés. Encore aujourd'hui, il y a des endroits dans certains pays d'Afrique où on va dire, ne va pas épouser telle personne, elle n'est pas de ton ethnie, elle n'est pas de ton village, elle n'est pas ceci, n'est pas cela. Ce n'est pas qu'en fait on voulait rester juste entre nous, c'était pour éviter un certain nombre de problèmes futurs. C'était une façon de gérer de l'information, gérer des secrets, gérer justement d'éventuels problèmes futurs. Parce que quand il y a des grandes différences d'éducation, de civilisation, de tout ce qu'on veut, mais ça crée un peu plus de problèmes, un peu plus de réajustements, un peu plus de... Donc, quelque part, tout ça pour dire que je ne suis pas d'accord de dire que les femmes comment dire, des pays africains, en fait, natifs des pays et tout, ne sont pas de bonnes premières dames, en fait. Non, c'est une question de situation. Madame Yeno? Merci. Alors, est-ce qu'il faut supprimer les couples présidentiels mixtes? Non, mais bien sûr que non, Monsieur Mouketous, il faut répondre vraiment de façon à cette question fermée. Je dirais bien sûr que non. C'est plutôt une richesse. Hein. Et la mixité, c'est une richesse. D'ailleurs, un couple en lui-même, il est mixte. Donc, un homme et puis une femme, c'est déjà mixte. Mais maintenant, en termes de race, ben moi je dis que quand le couple mixte a des valeurs et des principes sains, on ne peut pas être contre ça. Et je m'appuie en fait sur le cas du Botswana. On sait tous aujourd'hui ce qu'est devenu le Botswana, qui a eu à sa tête pendant très longtemps le président Tseretse Khama, qui avait épousé une Britannique, mais pourtant aujourd'hui le Botswana est un pays qui est considéré comme un modèle en Afrique, où les droits des femmes et des hommes sont autant protégés de part et d'autre. Donc, c'est beaucoup plus profond que ça. Et effectivement, comme le dit Madame Padonou, c'est vrai que lorsque l'on regarde une tribune au Gabon et qu'on voit l'état du Gabon et qu'on voit cette tribune, ça suscite des questionnements, ça suscite vraiment des interrogations. Vous savez, excusez-moi de vous couper la parole, nous avons par exemple une auditrice depuis Libreville qui dit ceci:
Oui, je cite, ces femmes étrangères, quand elles épousent les chefs d'État africains, elles ne jouent pas un rôle qui va dans le sens du développement des pays d'accueil. Voilà, fin de citation. Et elle cite le cas du Gabon. Voilà. Exactement, c'est ce que j'étais justement en train de dire, qu'effectivement… Je voudrais vous signaler que Joséphine Bongo est restée à la présidence de la République pendant près de 42 ans presque. Hein. Il n'y a pas eu 1 kilomètre d'autoroute. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que je dis que ça dépasse vraiment, en fait, justement, la couleur de la peau ou bien l'origine. Et c'est beaucoup plus enferme en termes de valeur, d'amour, en fait. Parce que moi, pour moi, lorsqu'on va en mariage, lorsqu'on épouse quelqu'un, on épouse son pays, on épouse ses valeurs, on bâtit une famille. Et justement, en bâtissant une famille, qu'est-ce que l'on veut? On veut le meilleur pour cette famille. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de différence entre ma sœur d'adoption et entre ma sœur de pays. Et effectivement, ça peut, comme je le disais, susciter en fait des questionnements, des interrogations, notamment des femmes gabonaises, de constater effectivement que lors d'une tribune, à 60%, ce sont des étrangères et que l'État du Gabon soit ainsi, et surtout lorsque l'on sait quelle est l'importance en fait de la femme dans un foyer, dans un foyer, dans la construction en fait d'une cellule familiale. Maintenant, s'il faut parler justement de ces femmes africaines qui ne sont pas des exemples, comme dans n'importe quelle société, hein, comme dans n'importe quelle société, on a des personnes qui ne sont pas pour autant des exemples de leur société. Voilà. D'accord. Alors, rapidement, Madame Lilon. Alors, je pense que ce serait réducteur de dire qu'un couple mixte ne serait pas convenable à la tête d'un gouvernement. Non, puisque, et comme le disait Madame Liéno, c'est vrai que ça peut être une richesse. Et cependant, ce sont les valeurs, c'est l'intérêt, je dirais l'intérêt que portera cette personne pour le pays et qui dictera sa conduite, et qui dictera les conseils qu'elle pourrait donner à son mari. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir quels sont les objectifs, quel est l'intérêt de la personne qui a épousé ce futur président ou ce président. Est-ce qu'elle s'est engagée? Pour quelles raisons? Ou est-ce qu'elle elle consent à participer, à contribuer à l'évolution du pays qu'elle a embrassé? D'accord. Très bien. Alors, nous allons prendre un dernier sujet d'actualité. Après, on prendra l'actualité donc sur le Gabon. Je vais vous poser une question sur une actualité qu'on voit souvent en Afrique. On ne peut faire donc l'impasse sur le phénomène, chères mesdames, de la prostitution qui touche les Africaines en Afrique, mais aussi à l'étranger. Nous avons en Asie, par exemple, en Inde, on peut parler aussi du Moyen-Orient. Ces femmes sont frappées par divers mauvais traitements, inhumains, il faut le souligner. Alors, je voudrais vous poser la question suivante. Comment comprendre la haine pour les Africains par les autres, mais aussi la haine de soi-même par les Africains? Madame Dillon. Comment comprendre la haine? Je ne peux pas. Je ne peux pas comprendre la haine, je l'avoue. Je ne peux vraiment pas comprendre la haine, mais ce que je peux dire, c'est que la haine décèle en fait une crainte, en fait, mais aussi le désir de dominer,
Tout à l'heure, justement, Madame Lilon parlait de domination et donc, en fait, de rabaisser la femme. Et malheureusement, comme on le disait toutes un petit peu au début, nos sociétés sont justement responsables aussi sont responsables aussi de ça, à cause de l'image qui est projetée, en fait, déjà sur la femme africaine, l'image qui est donnée par nos sociétés de la femme africaine. Cette femme africaine, forte, responsable, mère, épouse, n'est pas suffisamment véhiculée. Dans les écoles, on n'éduque pas les petits garçons et on devrait le faire, éduquer les garçons à respecter la femme, à respecter la jeune fille, parce que en chaque personne, dans chaque garçon, il y a une partie de la femme. Donc, ce serait important de rappeler à ce garçon, à cet homme, que la femme, ce n'est pas seulement sa mère ou sa sœur. La femme, le respect de la femme va au-delà de la mère, de la sœur, c'est la voisine, c'est l'ami, comment est-ce qu'on appelle ça, à l'école, c'est la femme, la personne qui peut être dépourvue, et non pas de la voir comme un objet ou quelque chose, en fait, sur lequel on veut passer, en fait, toutes ces colères, ces frustrations, profiter de sa sensibilité, de ses faiblesses, en fait. Donc, je ne peux pas comprendre cette haine, et j'ai vraiment essayé de le faire, mais je ne vois en fait qu'un désir de domination et une crainte qui est motivée en fait par autre chose qui dépasse en fait la haine envers en fait une femme. Pour moi, c'est vraiment une crainte personnelle, c'est beaucoup plus en fait une question de valeur et de individuelle en fait. D'accord, très bien. Donc, c'était Madame Yenou qui donnait donc son point de vue, sa réaction. Nous allons aller du côté de la région parisienne. Écoutez maintenant Madame Lilon. Madame Lilon. Alors, d'aucuns diront que nous retournons toujours vers l'esclavage, mais nous sommes obligés. Il est question du corps de la femme qui, depuis l'esclavage, est propriété publique, on pourrait dire. Et cette image dévalorisée de la femme s'est perpétuée. Et la problématique serait aujourd'hui comment restaurer l'image de la femme africaine, particulièrement, et de la femme noire en général. C'est vrai que ce droit de propriété qu'avaient les colons sur les femmes est resté dans l'imaginaire collectif. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2021, nous avons des commentaires sur les femmes, se permettent de commenter la femme africaine, de commenter la femme noire. Je ne comprends pas cette haine, elle n'a pas lieu d'être. Et je pense que nous aussi avons notre mot à dire. Et vraiment, moi qui suis dans la transmission, je pense que ce travail doit se faire au sein des familles et que même sur l'espace public, c'est-à-dire pour moi, il devrait avoir une réflexion politique sur le rôle de la femme, sur l'image de la femme, sur le devenir de la femme dans son pays et en pays étranger. D'accord. Madame Padonou. Madame Padonou. Oui. Mais,
comme l'ont dit Mesdames Lilon et Madame Yeno, c'est vrai que c'est difficile, en fait, d'une part, oui, d'expliquer cette haine, mais d'un autre côté, quand même, il y a différentes sources. Parce que je me dis, il faut quand même, c'est ça. Et une des sources qui a été mentionnée, justement, remonte à aussi loin que l'esclavage. C'est sûr que quelque part, il y a, et tout à l'heure, j'avais tendance à dire, ça continue, ça a peut-être juste changé de forme. Mais c'est vraiment, en fait, il y a un devoir, une responsabilité, un devoir d'éducation, un devoir de rétablir certaines valeurs. Parce que c'est sûr que sans les valeurs, sans des valeurs de base, sans des valeurs intrinsèques qui seraient véhiculées dès la base à nos fils, à nos filles, ben, c'est sûr que juste grandir comme ça sans avoir ce sur quoi s'appuyer, ça ne suffit pas. Et c'est vrai que quelque part, là encore, c'est vraiment le fondement en fait. Donc oui, peut-être qu'on voit les conséquences aujourd'hui, mais là encore, pour corriger, c'est de retourner à la base, de retourner à cette éducation. À l'époque, il y avait dans nos écoles certains cours qui n'existent plus aujourd'hui. Il y avait une façon de s'habiller, il y avait un respect de l'autre, il y avait certaines choses qui, pour une raison ou pour une autre, ont disparu entre-temps. Là, quand on regarde même avec l'avènement des réseaux sociaux ou quoi, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce dégoût de soi qui est à la base et qui se transmet par le rejet de l'autre ou le dégoût de l'autre ou l'exposition de l'autre. C'est sûr que bon, là, je pense que nous, les femmes, avons aussi un devoir à faire. Et quand je dis un devoir, c'est en tant que mère, en tant que pilier de la famille, parce que la famille est la base de beaucoup de choses, c'est la base de tout. Donc, c'est sûr, c'est de revenir à ça. Et là, je me dis, on n'est même pas les seuls. C'est vraiment... Comment dire, une responsabilité commune, parce que les hommes aussi, les pères aussi ont leurs responsabilités, parce que justement de valoriser certaines choses, de chosifier un petit peu la femme, ça donne des exemples, mais des exemples qui sont reproduits, à grande échelle d'une certaine façon. Et là, j'ai aussi envie d'introduire le rôle de l'Église. Qu'on le veuille ou non, il y a un certain nombre d'institutions qui devraient justement ne pas se contenter juste d'être en marge, mais d'être là et rétablir et être les gardiens de certaines valeurs qui permettaient à nos civilisations justement d'aller de l'avant et de se protéger de certains maux que l'on voit aujourd'hui dans ce monde que nous appelons monde moderne en fait. D'accord, très bien. Merci pour ces précisions. Il nous reste à peu près donc une vingtaine de minutes. Nous allons prendre la dernière partie de cette émission sur les femmes gabonaises de la diaspora d'Eurasie et d'Amérique à l'époque était, donc le Gabon du XXIe siècle. Et nous aurons aussi la réaction de Madame Lilon, hein, qui est française d'origine antillaise, qui viendra donner son point de vue. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, et j'aimerais que chacune utilise 1 à 2 minutes, le rapport, Madame Padono, entre le militantisme féminin et la prise de pouvoir, quelle est votre stratégie? Sur qui comptez-vous pour agir? Pour atteindre quel objectif? Est-ce que, vous me permettez, comment dirais-je, est-ce que votre combat se situe-t-il dans l'accompagnement ou bien vous déterminez vous-même? Madame Padono. Alors, l'accompagnement, l'exemple, mais aussi et surtout l'action. C'est vrai que même si je ne l'ai pas rappelé en tant que tel, je veux effectivement, être active, faire un impact, faire partie de ce changement-là. Sauf que il n'y a pas qu'une façon de le faire. Ça se fait à différents niveaux et de différentes façons. Et c'est la raison pour laquelle, oui, c'est vrai que souvent, on va voir qu'une seule facette, mais sinon, pour moi, c'est un tout. Donc, en fait,
le fait de vouloir changer les choses, c'est d'abord de prendre conscience des mots, pas seulement des conséquences des mots, mais aussi de la genèse, de retourner à l'origine de ces mots-là et de dire qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Une fois qu'on a identifié ça, justement, c'est d'essayer de communiquer, justement, d'éduquer, de partager tout ça avec des personnes qui, ensemble, en fait, peuvent faire la différence. Pourquoi? Parce que quelque part, oui, il y a des activistes ici et là. Oui, chacun fait sa part de son côté. Mais le but, c'est quoi? C'est de mettre ensemble, justement, toute cette énergie-là et d'essayer de changer les choses. Pourquoi? Parce que nous avons un but commun. Si je prends le cas du Gabon, qui est mon pays et tout, ben, un changement de système, c'est vraiment de se dire, OK, qu'est-ce que moi, à ma petite échelle, à mon petit niveau, je peux faire? Mais pas seule, pas en tant que Stéphanie Padono, non, en tant que citoyenne avec qui qui veut la même chose que moi? Et là, on va s'allier. C'est vrai qu'on ne va peut-être pas tous utiliser le même chemin pour y arriver, mais si on veut la même chose, qu'on est sincère dans ce que l'on veut, ça passe justement par prendre conscience que chacun de nous a le pouvoir de changer les choses, même en faisant une petite action, quelle que soit la minutie de son action et tout, mais toute action est utile quand il s'agit d'un bien commun. Mais surtout, et aussi moi dans mon discours et dans mon apport, c'est vraiment de se dire, de regarder le bien commun et pas le bien individuel. C'est vrai que si individuellement on est bien, c'est plus facile de transmettre le bien, de faire le bien. Mais ce n'est pas pour se servir soi, ce n'est pas pour son intérêt personnel, mais c'est pour l'intérêt commun. Parce que quelque part, si tout le monde est bien, si j'évolue dans un environnement où tout le monde est bien, je serai bien par ricochet. Mais si moi, uniquement, toute seule, je suis bien, ça ne veut pas dire que mon voisin sera bien. Et ça, c'est une fois qu'on aura pris conscience de ça, peut-être qu'on va réajuster aussi notre combat. Parce que oui, on a tous cette volonté que l'on dit avec les mots, mais pourquoi depuis des années on n'y arrive pas? On essaye, on fournit des efforts, mais quelque part justement, il y a comme, oui, ça prend du temps, mais en même temps, c'est de réajuster, de nous dire, peut-être que moi, directement, je n'y gagnerai rien tout de suite, mais si je le fais pour mon pays, pour le peuple, une fois que cet objectif sera atteint, ça rejaillira sur moi. Et si tout le monde pouvait penser ça, je pense qu'on aurait déjà atteint nos objectifs. D'accord. Madame Lilon, prenez des notes. Madame Lilon, prenez des notes. Je vous donnerai la parole après. Vous allez faire donc la synthèse de tout ce que vous serez. Donc, vous serez en train d'écouter. Je vais aller du côté de Madame Yenou. Madame Yenou, votre réaction? À ce que disait Madame Padonou sur le fait qu'on a tous un petit pouvoir, mais je voudrais ajouter qu'on a aussi le devoir. Lorsqu'il s'agit de nos pays, de notre cellule familiale, de notre école, de notre travail, bref, la société dans laquelle on évolue, on a un devoir. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'engagement citoyen. Parce que l'engagement, c'est l'appropriation. Lorsque je suis gabonaise, je dois m'approprier ma nation, je dois m'approprier ma patrie. Et tout ce que je ferai sera motivé, en fait, justement, par cette appropriation-là, par cet engagement-là. Donc, en fait, je dirais que la première personne sur qui d'abord, c'est d'abord quelque chose qui sera tout à fait bénéfique en fait pour le combat. Donc, c'est un ensemble de choses, de stratégies
d'apport personnel et aussi d'alliance avec d'autres. D'accord. Madame Lilon, notez bien toutes les réactions. Je vais d'abord suivre cet entretien. Notez bien, je vous donnerai la parole après. Vous allez faire une synthèse globale sur ce qu'elles sont c'est-à-dire Madame Yeno et Madame Padono. Alors, Madame Yeno, Madame Padono, en cas d'élection, le sexe ratio, comme vous le savez, est favorable aux femmes, c'est-à-dire le nombre des femmes est plus important des hommes sur le plan démographique. Êtes-vous sûr de mobiliser toutes les femmes et espérer prendre le pouvoir sans l'implication des hommes? Et je voudrais vous demander aussi, en admettant, une fois que vous preniez le pouvoir, ce pouvoir, comptez-vous diriger, par exemple, au Gabon, votre pays d'origine, sur la base de parité de sexe, ou bien pourrait-on assister, vous me permettez l'expression, à la revanche du sexe féminin, c'est-à-dire qu'on peut parler de révolution féminine, voyez? Alors, et j'ajouterais ceci, étant donné que depuis l'indépendance de votre pays, donc le Gabon en 1960, les sommets de l'État sont toujours dirigés par les hommes. Peut-on parler de discrimination sociopolitique dans la gestion de votre pays d'origine, le Gabon, à l'égard des femmes depuis l'indépendance? Madame Padono d'abord. Alors, vous avez 3 minutes. C'est très vaste. La première chose, je ne pense pas prétendre, ou quiconque ici, enfin je ne sais pas, je ne vais pas parler pour les autres, mais être capable de justement réunir toutes les femmes parce que je suis une femme. Donc je ne crois pas que ça se passe comme ça de un, parce que quelque part, je ne crois pas que ce soit sur la base du sexe ou quoi, mais plutôt de la compétence. Justement, si je garde le même élément qui est la compétence, une autre de votre question, du moins un autre volet, c'était admettons qu'une femme, quelle qu'elle soit, je pense en tout cas qu'une femme accède au pouvoir. Est-ce que vous comptez, et si elle prend le pouvoir, est-ce que vous comptez diriger par exemple votre pays sur la base de la parité de sexe? Alors ou bien là, vous allez créer une sorte de révolution féminine. Alors, il y a déjà, comment dire, bon, là, moi, c'est mon point de vue. L'idée de révolution féminine, je ne suis pas pour ça du tout. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, pour moi, c'est au niveau des compétences. Les compétences n'ont pas de sexe. Donc, quelque part, s'il y a des femmes compétentes, si elles sont plus nombreuses, pourquoi pas? Mais si à ce moment-là, justement, c'est les hommes, pourquoi pas également? Parce que je pense que c'est les compétences qui doivent dicter les choses et non le sexe. Dans le cas, justement, pour faire une parenthèse rapidement, le pays dans lequel je suis, le Canada, instauré dans beaucoup d'organisations justement ce qu'on appelle la discrimination positive pour justement permettre donc à la fonction publique ou dans des grandes organisations d'inclure, en fait s'assurer d'inclure comment dire les communautés minoritaires, comment dire des femmes, des personnes handicapées, tout ça. Oui, c'est bien. Sauf que quelque part, ça amène en fait d'autres petits problèmes, en ce sens que quelque part justement, oui, on pourrait fonctionner comme ça, mais si ce n'est pas fait avec l'accompagnement, c'est-à-dire l'éducation, le suivi, s'assurer que les femmes adhèrent à un certain niveau de compétence, ça ne sert à rien de dire on va prendre des femmes juste pour prendre des femmes pour combler des postes. Ça, ce n'est pas moi mon avis, parce que à ce moment-là, on aura peut-être réglé certains problèmes, mais on en aura créé d'autres. Donc, c'est pour ça que je reviens, quel que soit comment on tourne les choses. Oui, je suis pour que les femmes, comment dire, prennent leur place, mais pas de n'importe quelle façon et pas en mettant les hommes de côté. Parce que, comme je l'ai dit et je le redis, aller vers des avancées, c'est l'implication de tous. On a besoin justement des compétences de tous. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à tous les aspects, parce que c'était un peu... mais voilà. Je vous en prie. Madame Yeno? Madame Yeno? Oui, Monsieur Bouketou. Elle m'a beaucoup fait rire cette question, parce que on n'est pas dans une guerre de sexe. Hein. La révolution féminine, ouais.
On n'est pas dans une guerre de sexe. On est plus dans l'avancement des droits de la femme, les inégalités qu'il y a, mais aucunement la prise de pouvoir par moi, par exemple. Ce serait d'exterminer tous les hommes. Voilà. De les faire sortir du gouvernement. Non, 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 pas du tout. L'objectif, en fait, lors d'une élection, en fait, c'est l'électeur et l'électrice, c'est de convaincre l'électeur et l'électrice. Ce n'est pas de convaincre la femme, ce n'est pas c'est de convaincre du bien fondé, en fait. Donc, non, on n'est pas dans une guerre de sexe. Justement, il ne s'agit pas de cette guerre. Avant d'aller du côté de Madame Dillon pour qu'elle puisse faire une petite analyse d'ordre global, je vais vous poser ces petites questions. Alors, justement, par rapport à votre pays, il y a un système de gestion des sommets de l'État PDG. Voilà, si vous permettez l'expression. Alors, dans votre pays, nombre de femmes ont, semble-t-il, occupé de hautes fonctions. Pourriez-vous nous en donner le bilan de leur efficacité comparativement? Vous allez m'accuser, hein, à leur homologue masculin. Quelles sont les femmes, selon vous, les femmes leaders, hein, qui sortent du lot ou qui prédominent par rapport aux hommes et à l'épreuve des faits? Et puis, je voulais aussi ajouter une autre question, toujours allant toujours dans le même sens. Dans le cas du Gabon, donc votre pays d'origine, Madame Yeno, Madame Padono, on observe une inflation, permettez-moi ces expressions, une inflation de la présence féminine au pouvoir. N'est-ce pas trop prématuré? Assemblée nationale, cour constitutionnelle, ministère clé. Alors, est-ce que le féminisme à tout prix, n'est-ce pas une erreur? Le féminisme, autrement dit, peut-il être compatible avec la féminité? N'est-ce pas là, n'est-ce pas, comment dirais-je, plus urgent d'avoir une femme ou bien des femmes scientifiques, des femmes éducatrices ou chefs d'entreprise plutôt que des femmes politiques? Madame Yeno. Monsieur Boketo, je vais revenir à ce que je disais précédemment. C'est vraiment pas une question de femmes ou bien une question, c'est pas une affaire de femmes ou une affaire d'hommes, c'est l'intérêt de la nation. Et la nation ne peut pas faire sans la femme ni l'homme. Moi, oui, mais vous savez, par exemple, permettez-moi de couper la parole, Madame Padonou et Madame Guillon, et aussi retenir sur ce que je vais dire. Au Gabon, par exemple, dans votre pays d'origine, les femmes au pouvoir ne riment pas avec les femmes de valeur, hein, valeur familiale. On ne sait pas, par exemple, quand je pose ces questions, quel est le mari de votre Premier ministre, ni qui sont ses enfants. Voilà, il faut qu'on soit clair. Vous savez, c'est l'émission Vérité, hein, docteur. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. On ignore, par exemple, quel est le mari de la présidente de votre cour constitutionnelle. Peut-on, je vais ajouter cette question, puisque peut-être les autres questions vous gênent, peut-on représenter, par exemple, la société gabonaise sans gérer une femme qui est la cellule de base d'une nation? C'est une question très intéressante parce que moi, je vois le Gabon comme un enfant. Et pour l'évolution d'un enfant, l'apport de la femme est tout aussi important que l'apport de l'homme. Donc, comme je disais, ce n'est pas vraiment une question de femmes ou bien d'hommes. Et le féminisme, ce n'est pas, comment est-ce qu'on appelle ça, la représentation qui est faite. Parce que moi, je dirais que ce qu'on voit au Gabon, c'est une parodie de féminisme. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque l'on sort de cette sphère-là? Eh bien, est-ce que la jeune mère
et accompagner. Quelle est la place de l'éducation des jeunes filles? Quelle est la place qu'on donne à la mère, à la femme? Alors, oui, c'est vrai qu'on va voir effectivement, lorsqu'on va regarder en fait le portrait gouvernemental du Gabon, on va penser que c'est la représentation de la femme est là. Mais est-ce qu'on est dans le féminisme? Parce que lorsque l'on sort de cette sphère, on voit où est rendue la femme gabonaise. On ne va pas se mentir. La femme gabonaise a longtemps été et est toujours instrumentalisée, aller danser pour comment est-ce qu'on appelle ça, des partis politiques. La jeune fille gabonaise, est-ce qu'elle a un accompagnement quand elle est mère? Elle est livrée à elle-même, elle est obligée d'abandonner ses études. La femme, la jeune fille aujourd'hui, les difficultés économiques que l'on va retrouver au niveau du Gabon emmènent aujourd'hui les femmes et les jeunes filles justement aussi à se prostituer parce que la prostitution de la femme gabonaise ou de la femme africaine, ce n'est pas seulement lorsqu'elle sort de son pays, mais ça commence d'abord au sein, en fait, de son pays, justement à cause de toutes ces réalités et toutes ces difficultés. Donc, c'est vrai que lorsque la cellule familiale dans notre culture est très, très importante. Effectivement, pendant longtemps, on a pensé dans notre culture, on pense que ta capacité de gestion et ta capacité de responsabilité est jaugée par ta capacité, en fait, de gestion dans une cellule familiale. D'accord, très bien. Madame mais je voudrais ajouter, s'il vous plaît, Monsieur Mouketou, dans nos sociétés, on le pense, mais on a vu justement, depuis tout ce temps, en fait, que finalement, on peut être aussi célibataire et puis être capable de gérer. On peut être une femme sans enfants et être capable de gérer. Donc, ça sort vraiment de ce contexte-là et c'est beaucoup plus profond. D'accord. Madame Padonou? Moi, je vais revenir au mot que j'ai utilisé pour la question précédente. La compétence. La compétence. Ce n'est pas, comme Madame Yeno a dit, selon moi, une question de sexe, c'est une question de compétence. Et donc, tout tourne autour de là. Vous avez posé une question par rapport aux exemples que nous avons actuellement dans notre pays. Écoutez, pour le bilan, je ne peux pas le faire à la place des personnes elles-mêmes, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est sur quelle base les personnes se retrouvent là où elles sont. Et c'est là où j'en reviens toujours à la compétence. Pourquoi? Parce que quelque part, et là, je ne suis pas en train de juger positivement ou négativement, je dis que dépendamment justement des critères qui sont utilisés à la base, ben, on aura plus ou moins des résultats qui correspondent au choix des critères qui auront été employés. Donc, si on s'est penché sur les compétences en fonction des besoins dans un ministère, une administration, n'importe quoi, mais c'est sûr que si on a bien pensé aux critères de recrutement, ben on a plus de chances d'avoir des personnes de valeur, non pas parce que c'est un homme ou une femme, mais parce que quelque part les critères ont été justement pensés. Donc c'est vraiment ça. Et je pense que malheureusement, dans notre pays, le Gabon, les femmes sont instrumentalisées. Avec ou sans leur accord, mais beaucoup sont instrumentalisées. Sous prétexte de dire « Ah, il n'y a pas assez de femmes, on va en mettre et tout ». Oui, mais de quelle façon? Dans quelles circonstances? C'est pour ça que je reviens toujours aux compétences. Et pour le volet dont vous parliez, à savoir est-ce que telle personne est mariée, qui sont ses enfants ou quoi que ce soit, je peux vous dire, pour répondre à cette question-là, que plusieurs hommes de pouvoir également, pour plusieurs hommes de pouvoir, on va ignorer
qui est réellement sa femme, quels sont tous les enfants qu'il a. Donc, même, je vais aller plus loin en disant, normalement, pour certains postes de responsabilité, notamment des postes d'ambassadeur, logiquement, on est censé avoir un certain statut, on est censé avoir justement, comment dire, parce qu'on part du principe que si, comment dire, quelqu'un qui va gérer un certain nombre de choses, représenter sa nation et tout, s'il est marié, qu'il a des enfants, qui gère déjà sa cellule familiale, mais il y a moins de risques que. Donc, quelque part, c'est sûr que c'est toujours mieux, mais est-ce que il faut afficher ça? Je me dis, oui, on peut être homme politique, mais est-ce que justement parce qu'on est homme politique ou femme politique, on devient forcément, en fait, que toute la vie doit être affichée? Ça, c'est un autre débat avec lequel je ne suis pas totalement d'accord parce qu'il y a quand même des zones à respecter selon moi. D'accord, très bien. Avant de donner la parole à Madame Lilon, je vais vous poser une question et vous pourriez donner votre réponse 50 secondes, disons 30 secondes à chacune. Alors, je voulais vous demander tout simplement, face à la situation chaotique relative à la gestion des sommets de l'État du Gabon, qu'envisagez-vous comme solution idoine pour en sortir? Madame Padonou. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste reprendre la question parce que j'ai… Oui. Vous savez que votre pays est dans une situation chaotique Oui, relative à la gestion des sommets de l'État. Oui. Alors, qu'envisagez-vous comme solution idoine pour en sortir en tant que femme en 30 secondes? D'aller jusqu'au bout de ce qui a déjà été amorcé. Justement, dans la position de la large majorité des Gabonaises et des Gabonais, revenir à des élections, des résultats des urnes du 27 août 2016, êtes-vous d'accord avec l'ensemble de vos compatriotes gabonais? Il ne faut pas à chaque fois reproduire les mêmes erreurs pour avoir les mêmes résultats. Il faut faire le bilan de ce qui n'a pas marché durant toutes les tentatives qu'il y a eu, parce que oui, il y a eu 2016, mais il y a eu avant 2016 aussi plusieurs tentatives. Pourquoi, malgré le résultat des urnes, le pouvoir n'a jamais été transmis comme il se devait? Une fois qu'on aura bien fait l'analyse de ça, qu'on aura trouvé les réponses à ces questions-là et qu'on décidera d'avoir vraiment le résultat escompté, c'est-à-dire pas seulement gagner dans les urnes, mais également acquérir, justement, en fait, acquérir le pouvoir en lui-même, à ce moment-là, on sera capable de le faire. Il faut le vouloir. D'accord. Madame Yeno, rapidement en 30 secondes. Ben, moi, je parlais de souveraineté. Pour moi, la souveraineté dépasse la question, en fait, de l'élection. Et effectivement, 2016 est un point central. Mais pourquoi 2016 est un point central? C'est parce que pour une fois dans l'histoire de notre pays, on tient quelque chose. On a quelque chose. Le pays dans lequel les personnes, le système qu'il y a dans notre pays n'est pas né il y a 10 ans. Ça fait 50 ans que l'on est là-dedans. Je pense qu'en 50 ans, on a largement l'historique pour comprendre qu'on ne va plus avoir quelque chose, qu'ils ne peuvent plus rien nous donner. C'est pour ça que pour 2016, on tient notre bout. Pour une fois dans l'histoire du Gabon, de l'élection présidentielle du Gabon, cela a été démontré que le peuple avait sa victoire. Et la première victoire que nous aurons, c'est de rester sur la souveraineté du peuple. Ça dépasse 2016, ça dépasse M. Pink. C'est une question de peuple. Le peuple a choisi, le peuple, sa décision, son choix doit être respecté. Ce n'est pas 2023 qui réglera ça. Et ce n'est pas autre chose. D'accord, très bien. Nous sommes pris par le temps, malheureusement. Je vais rapidement aller du côté de Madame Lilon, qui pourra, je sais que c'est elle va essayer de faire une synthèse rapide et ensuite… Rapidement. Très rapidement. Je n'ai retenu que des mots. Hein. Alors, engagement, l'engagement, quel que soit, les compétences,
l'éducation et la transmission et la souveraineté du peuple, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans d'autres domaines. Je pense que ces mots résument l'attitude et la position à adopter pour un changement. D'accord. Bien. Merci, Madame Lilon. Je vais donc vous demander de présenter votre mot de la fin. Pour terminer, donc, Madame Stéphanie Padonou, Madame Zedna Yenou, Madame Geneviève donc, Lilon. Je vous laisse donc le conclure rapidement cet entretien en vous adressant à vos compatriotes africains et vos compatriotes. Madame Yeno, rapidement, une seconde. Merci beaucoup, Monsieur Moketou, pour votre invitation. Ce fut très apprécié et c'était vraiment très, très intéressant. Et je ne cesserai de dire et d'encourager justement les jeunes, les femmes dans l'engagement citoyen de notre pays. Leur participation, la participation des femmes est très importante. Elle fera certainement une différence. Cet engagement, ce n'est pas seulement au niveau politique, mais c'est aussi au niveau économique, culturel, social. Et dans notre maison, dans notre propre cellule familiale, la femme a sa part, elle a sa partition à jouer et elle ne peut pas s'en défaire. D'accord, très bien. Madame Lilon, rapidement, 30 secondes. Rapidement, ce que je voulais dire, c'est que j'avais noté quand même que vous aviez parlé d'inflation lorsqu'il s'agit de… vous avez parlé de la représentation des femmes dans le monde politique. Et puis, j'ai envie de dire pour clore que tant qu'on fera le distinguo entre les hommes et les femmes et non pas sur la compétence, comme disait Madame Padonou, eh bien, les femmes n'auront pas leur place. Il faut qu'elles arrivent à apparaître, à être dans l'espace public, culturel, social, mais sans qu'on pense que c'est forcément une femme. Voilà, tout simplement une personne compétente à un poste. Bien, merci. Madame Padonou. Moi, ce que j'ai envie de dire comme mot de la fin à toutes les femmes, c'est changeons un petit peu cette phrase célèbre qui dit… Madame Dillon, votre micro, s'il vous plaît. Votre micro. Ouais. Excusez-nous, Madame Padonou, oui. C'est correct, merci. C'est ça, ce serait de changer peut-être cette célèbre phrase, en fait, très utilisée, qui dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Disons plutôt, derrière un grand homme, à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Pourquoi? Parce que tant que les femmes penseront que leur place est derrière l'homme, elles se comporteront de la sorte, seront dans leur ombre, ne prendront pas leur place. Mais si elles prennent conscience qu'elles peuvent, qu'elles sont capables, qu'elles ont les compétences, quel que soit justement ce qu'elles savent faire, mais qu'elles seront écoutées et qu'elles peuvent marcher à côté, à ce moment-là, je pense que l'esprit changera, parce que là, la confiance s'installera. Donc, à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. C'est ce qu'il faut que chacune comprenne et que chacun aussi comprenne, même dans le traitement réservé aux femmes. Bien. Madame Stéphanie Padonou, Madame Zedna Yenou, Madame Geneviève Lilon, merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. À très bientôt sur Afrique 2050. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.